Bonjour à toutes et à tous, Club Sport Santé vous retrouve pour un nouveau numéro et aujourd'hui, 3 thématiques. D'abord les championnats universitaires avec leur apothéose le 22 mars dernier et qui est mieux placé pour en parler avec nous. Vous découvrirez tout à l'heure l'identité de cet invité. Ensuite, nous évoquerons également les matchs de date FIFA du Togo. Il y avait déjà un match gagné face au Niger et puis pas plus tard qu'il y a quelques heures, ce match nul contre la Libye. On fait le point dans cette émission. Et en dernière partie, nous parlons de l'escrime avec les championnats d'Afrique cadets et juniors. Le Togo y était. Nous dressons le bilan avec le patron de la Fédération togolaise de la discipline. Merci encore une fois de nous faire confiance. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne comme il se doit. Tout de suite, la première fenêtre. Ça fait plaisir de vous retrouver pour parler sport sur notre antenne et nous l'avons déjà évoqué dans l'introduction. On va parler des championnats scolaires, des championnats universitaires plutôt. Là, c'est plus précis avec l'apothéose constatée le 22 mars dernier à Lomé. Je suis ce matin avec Yedi Baoma Espoir. Bonjour Yedi. Bonjour Angelo, bonjour aux collègues autour de la table. Comment vous allez? Oui, je vais bien, ravi d'être là. Merci de répondre à notre invitation. Également le confrère Delaïté qui m'accompagne. Bonjour Dela. Bonjour Angelo, bonjour à la team. Ça fait plaisir de retrouver la matière. On va en parler tout à l'heure. En tout cas, on a au moins 60 minutes pour parler sport dans cette émission Club Sport Santé. Alors, les championnats universitaires, Yedi, je rappelle que vous êtes le responsable sport au niveau de l'université de Lomé. C'est un nouveau challenge réussi pour l'année 2024? Oui, merci d'abord pour l'invitation. Je crois que depuis la fin, on a pris quelques jours pour souffler. Aujourd'hui, il a fallu se mettre pour faire le bilan. Et je pense qu'on peut dire que c'est un challenge réussi, même s'il y a encore des choses à faire. Je crois que l'objectif que nous étions fixés a été atteint. Et c'était beaucoup d'engouement autour de ces championnats. Et je crois que nous en sommes ravis. Dans ce challenge-là, parlons justement de l'engouement. Chaque année, ce défi-là, il est relevé. Les étudiants s'intéressent de plus en plus au sport en général? Oui, Angelo, il fallait juste faire un tour à l'université pour voir que les jours de match, comme il y a plusieurs disciplines comme programme au même moment, l'université grouille de monde. Tous les étudiants sont dehors autour des terrains. Et je pense que l'objectif principal de ces championnats, c'est de faire sortir les étudiants des amphis pour une fois, pour déstresser, pour faire autre chose que suivre des cours. Et nous y réussissons quand même, même si nous aurions voulu qu'il y ait encore plus de monde. Je pense que nous y arrivons petit à petit. Dans le challenge également, il y a également ce défi-là aujourd'hui d'évoluer avec une nouvelle pelouse. Là aussi, on pourra dire que ça a été à la fois une découverte, une curiosité et puis quelque chose d'assez réussi pour vous. Oui, là, pour vous dire la vérité, c'était une fierté. C'était une fierté, il suffit, je vais être un peu dans le superficiel, il suffit de voir déjà les photos que nous avons cette année pour vous dire qu'il y a quelque chose de neuf. Ce n'est plus ce championnat en football où les photos, il y avait de la terre rouge partout. Cette année, au moins, on a joué sur une pelouse qui a permis d'ailleurs, c'est mon analyse, qui a permis d'avoir un niveau un peu plus élevé. On va en parler tout à l'heure. Par rapport aux autres années. Je crois qu'on a eu un niveau un peu plus élevé. Les joueurs se sont sentis à l'aise et c'est une fierté. On va remercier d'ailleurs les autorités universitaires qui ont pensé à cette pelouse. Et on fera appel à d'autres partenaires qui peuvent nous aider pour avoir une autre pelouse, Oui, pourquoi pas, parce qu'on parle quand même du creuset du savoir, et ce serait bien d'avoir un plateau multisport de très bon niveau, sinon de manière modernisée, si on peut le dire ainsi. Dès là, vous avez également l'habitude, en tout cas, de faire souvent un crochet là-bas. Vous avez déjà passé l'étape d'être étudiant, maintenant vous êtes dans la vie professionnelle. Ces championnats-là, quand vous voyez tout ce qu'il y a comme engouement, comme intérêt, aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est quelque chose à laquelle on doit s'intéresser. Oui, Angelo, je me dis que les championnats universitaires sont à la fois une vitrine pour notre football. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est de là qu'on a trouvé des placards fissous, des tabac manimes, des James Dakonam et autres. L'autre fois, sur le campus, on a vu l'engouement qu'a suscité ces championnats universitaires, surtout chez les hommes et chez les hommes côté football.
tout le monde s'empresse pour aller regarder Lyon JS, FDD, FASEG et autres. Surtout qu'on a une pelouse synthétique flambant neuve qui suscite de l'admiration, qui amène les gens à venir regarder ces rencontres. On a apprécié tout simplement l'engouement et puis l'organisation autour de ce championnat. L'organisation, justement, on en parle avec cette finale des messieurs, avec la F2D qui revient. D'après les informations, ça faisait 5 ans qu'ils n'ont plus récolté en tout cas la médaille d'or dans le registre football masculin. Cette équipe-là, parlons d'abord de la finale avant de revenir sur la FDD. Une finale également qui était au rendez-vous. Oui, la finale, je crois que c'était une finale rêvée, vu le niveau de forme des deux équipes. Oui, finale, F2D face à la FASEG. Face à la FASEG, je crois que cette année, les deux facultés ont mis tout en œuvre pour être en finale et ça promettait une belle finale et puis on a eu une belle finale. Bon, la finale, ça se gagne et la FDD est passée, mais il faut dire que dans l'ensemble, je crois que sans exagérer, et il y a des matchs de première division auxquels on peut comparer cette finale. Et c'était une satisfaction personnelle pour moi pour voir qu'il y a des joueurs qui ont le niveau. Certains jouent déjà en première division comme Hicham Tchadjobo qui est à l'AS Barracuda. Exactement. Certains jouent déjà, mais il y en a encore. Il y a beaucoup de talents à l'université. Et je crois qu'il y avait beaucoup dans le public qui sont venus pour faire leur marché. Donc nous, on leur offre le plateau et puis ils n'ont qu'à choisir. J'aime bien l'image. Il y avait un marché, donc chacun vient faire ses emplettes. Bon, c'est un marché ouvert. Exactement. On constate également qu'au niveau de ces deux facultés-là, la F2D et la FASEG, visiblement, on a toujours des étudiants férus de football qui sont toujours... Comment ça s'explique, Yedi? Oui, parfois on dit que le nombre fait la loi. Et si vous voyez, dans l'ensemble, à la FASEG, c'est la FASEG la plus grande faculté, suivie de la faculté de droit parfois. Donc quand il y a beaucoup d'étudiants, on a plus le choix entre les étudiants et puis ils arrivent à trouver beaucoup de joueurs, de bons joueurs et puis ça donne de belles équipes. Mais il faut préciser que les années passées, ils se sont fait damer le pignon par l'INJS par exemple et cette année c'était une revanche en demi-finale et la FDD a sorti l'INJS haut les mains. Donc il faut dire que c'était vraiment un plateau relevé. J'ai regardé les deux finales de bout en bout et j'étais surpris du niveau de nos joueurs. Pas surpris, mais je vais dire, la pelouse a aidé un peu, mais c'était très bien, c'était très beau. Donc, je vais encore pour sortir des hommes. Allez-y. Et on ne va pas négliger les filles. Pas du tout, parce qu'il y a souvent deux finales aussi. Oui, deux finales. Les messieurs et les dames. Au niveau des filles, je crois que ça a été un cheval de bataille. Personnel. Oui. Personnellement, je me suis engagé à sortir aussi les filles des amphis. Ça n'a pas été facile. C'est pas toujours facile, mais on évolue. Oui. Cette année, on avait 7 équipes féminines, 7 facultés qui sont engagées. Et puis, la finale a opposé la FLA, l'INGS. Et voilà que la FLA, on a des internationales d'ailleurs à la FLA, à l'image de Sonia Zoutépé qui était là. Donc, ça commence par progresser. Le football féminin à l'université commence par intéresser les jeunes filles, sans oublier les autres facultés et les autres disciplines. Au basket, il y avait beaucoup d'équipes de facultés, beaucoup d'équipes féminines. Et tenez-vous bien, pour la première fois, sont les filles de la médecine qui ont remporté la coupe. Intéressant. Et c'était une satisfaction personnelle qu'elles soient des novices qui viennent remporter la coupe. Voilà un peu pour dire qu'à l'université, le sport progresse. Maintenant, nous attendons que les fédérations insufflent quelque chose à l'université pour nous permettre de progresser plus vite. Il faut que les fédérations nous soutiennent parce que, quoi qu'on dise, nous sommes en train de faire leur travail à un moment donné. Il faut que les fédérations soient à nos cheveux, soit par le soutien matériel, le soutien technique pour qu'on progresse. Et Yedi parlait tout à l'heure de ces deux facultés-là, F2D et puis FASEG, qui regorgent souvent d'un très grand nombre d'étudiants. Pour faire un peu le parallèle avec les dames, souvent, même dans des autres disciplines de manière classique, on ne voit pas souvent les dames, mais là, visiblement, avec l'université, on fait toujours la promotion de la femme à travers les sports. Mine de rien, là aussi, ça reste un défi pour les
les autorités universitaires. Oui, ça reste un défi, d'autant plus qu'aujourd'hui, les filles s'intéressent au football parce que la participation du Togo à la récente Coupe d'Afrique a suscité beaucoup d'engouement au sein des filles. Ah, vous pensez que ça a piqué beaucoup de dames? Exactement. Donc, on a vu l'autre fois Fla qui a su tirer son épingle du jeu devant INJS. Il a fallu. Vous avez aimé le jeu, le spectacle produit? Oui, j'ai aimé parce que si vous voyez les deux équipes, chacune regorge des internationales. Ah, voilà. Sonia Zoutepe, Atigosu et autres là. Donc sans oublier les gentils au niveau de INJS qui ont tout simplement offrir un beau spectacle pour le public. Donc aujourd'hui, le football féminin reste un défi que chaque entité devrait relever pour l'éclosion de notre foot parce que j'ai l'impression que les générations arrivent encore. Si vous prenez la sélection nationale, c'est une équipe qui est vieillissante. D'accord, il faut renouveler. Il faut renouveler. Donc déjà, on a des pépinières, des jeunes filles qui frappent déjà à la porte de la sélection. Donc aujourd'hui, que ce soit les dirigeants de l'université de Lomé et nos premiers responsables de football togolais, il va falloir qu'on encadre mieux le sport féminin au Togo, histoire de mettre en place une équipe nationale digne de ce nom. Avant que je ne pose la question, allez-y. Je crois qu'il a touché vraiment du doigt le point principal. D'accord. Il faudrait qu'il y ait un suivi. Par exemple, je viens du bureau aujourd'hui, j'ai eu les rapports. Et chaque fois que nous faisons des championnats, on fait les sélections. Actuellement, j'ai une liste de 50 joueurs chez les garçons et 33 chez les filles qu'on a retenus pour en faire des équipes de l'université. Pas seulement au foot, partout. Dans d'autres disciplines, de handball et autres. Handball partout. On a des sélections qui sont là, qui s'entraînent. Maintenant, nous faisons une part du travail. Maintenant, aux fédérations, aux clubs de venir voir comment ils peuvent les hisser au plus haut. Et c'est devant nous que Ouro Agoro Ismaël, bien sûr, est sorti de la FSHS pour être là où il est aujourd'hui, sans parler des autres. Donc, l'université, c'est un creuset où il faut venir choisir. Nous, on ne vous demande rien. Bon, venez. Si vous trouvez qu'un joueur vous plaît, pourquoi pas. Mais c'est l'objectif d'abord, c'est de divertir les étudiants. Restons surtout sur le volet féminin. Parlons toujours de toutes les disciplines. On sait très bien qu'il y a le volet parental qui souvent, non, une femme, une dame, une demoiselle ne fait pas le sport. Vous mettez quel mécanisme en place pour pouvoir les attirer, les intéresser avec les disciplines sportives, Yedi? Notre chance, c'est qu'on est à l'université. Et puis, bon, le critère d'âge à l'université, déjà, ce sont des majeurs, presque majeurs, et puis ça nous facilite. Mais au cas où il y a une mineure qui a une autorisation parentale, là, on fait très attention pour que ces sorties, qu'elles ne restent pas trop. Bon, on fait très attention à ces critères d'âge. Si elle est encore mineure, on fait très attention. Mais généralement, ça se passe bien. Et les filles viennent d'elles-mêmes. Et ce qui motive aussi, c'est que nous avons des cours d'yeux libres. Les yeux libres, ce sont des unités complémentaires. Et sport. Vous pouvez faire 2 crédits de sport pour compléter votre cursus normal. Donc, ça amène les filles au sport. Et puis, avec nos enseignants, nos éducateurs qui les initient, on arrive à avoir des équipes. Par exemple, cette année au Hans, on n'avait jamais eu autant d'équipes. Non, une équipe pour concurrencer l'INJS. L'INJS, surprise, cette année, c'est la FDS qui a battu l'INJS. La faculté des sciences. Qui a battu l'INJS en finale au hand. Incroyable. Donc, j'insiste sur ça parce que le travail qui se fait en sourdine, on ne le voit pas. On va les garçons, mais il y a beaucoup de choses au basket, au hand, au tennis de table, toutes les filles, ça commence pas à venir. Donc, je crois qu'il faudrait insister sur ça, mais sans oublier les garçons. Bien sûr, ça c'est très important. On parle quand même du genre aujourd'hui et on a l'obligation également de donner la part belle aux dames également dans les différentes disciplines sportives. On va rester toujours dans le giron des championnats universitaires pour évoquer cette fois-ci le niveau. Parce que chaque année, visiblement, le niveau monte. Il y a des joueurs intéressants, vous l'avez dit tantôt, qui intéressent les clubs de D2, de première division, et même certains qui arrivent en première division à peine 1 année, 2 années. Ils s'en vont. Aujourd'hui, le niveau par rapport à 2024 et 2023, le curseur est monté? Oui, c'est ce que je disais. Et les conditions font que le curseur peut monter rapidement. C'est quand je prends le foot. Au football, cette année, je vous dis, les matchs qui sont joués sur
le terrain synthétique. Oui. Il y a des équipes qui étaient presque passables, qui sont devenues moyennes. Oui, parce que la pelouse est bonne. Ça joue mieux. Les joueurs s'expriment mieux. D'accord. Donc, on a vu vraiment la quintessence des gens. Les joueurs, ils se sont bien exprimés. Et je trouve que cette année, on a eu, surtout dans la phase finale, à partir des quarts de finale, on a eu de belles rencontres et de beaux joueurs qui ont été repérés. J'étais surpris. On a 50 noms actuellement. Wow. Et bon, c'est une parenthèse. Bien sûr. On a été invités pour demain, pour une rencontre amicale que l'AUF organise au moment des Olympiades. C'est demain avec 2 autres universités, LBS et puis IAEC, sur le site de l'université. Donc on a été invités, mais les coachs, ils ont du mal à faire les sélections. Donc c'est une bonne chose. Ah oui. C'est une bonne chose. Je pense que, et je vous prie aussi, vous les médias, de venir nous donner des coups de main. D'accord. Il le faut. Il faut que des pépites sortent de là et c'est vous qui faites les stars. On les met en vitrine. Voilà, c'est vous qui faites les stars. Absolument. Comme on l'a dit, on est des faiseurs de rois. Alors, pour l'organisation, avant de retrouver Dela, là aussi, ce n'est pas du tout aisé pour vous, parce que en amont, il faut préparer des choses. Durant la compétition, il y a des choses également à régler, à améliorer. Et en même temps, vous vous projetez en tirant des conclusions. L'organisation, j'ai la chance d'avoir des supérieurs qui me laissent la main. Et puis j'ai aussi des gens, une équipe avec vous. Une équipe derrière moi, sinon je ne pourrais pas le faire. C'est un grand barnum. Il faut faire tout ça en 3 semaines. Et je vais dire merci aussi à nos partenaires qui nous viennent en aide. Et je crois que pour gérer, par exemple, au foot, c'est 14 facultés. Et 14 facultés, ça fait quoi déjà? 2000 étudiants, 3000 moins de 2000? Non, 14 étudiants. 14 facultés. 14 facultés qui vont s'inscrire au basket, la même chose, au hand. Donc il faut gérer tout ça. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde pour vérifier les identités pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc c'est beaucoup de choses à faire, mais on le fait avec plaisir parce que c'est une passion avant tout. C'est une passion avant tout. Sur ce volet, Dela, avant de retrouver Eddy pour conclure, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Oui, Angelo, ce que moi j'ai relevé autour de l'organisation, je me disais que si les autorités universitaires arrivent à limiter les nombres des joueurs qui évoluent déjà en D1, le NATO et en deuxième division, ça pourra aider les différentes facultés, ça pourra aider aussi d'autres joueurs qui veulent faire valoir leur talent de s'exprimer, parce que on a vu au niveau de Fasegui Tchadjobo qui n'est pas présenté. On a Kofi Joyce, le gardien de Faseg aussi, qui n'est plus à se présenter. Donc je me dis que à l'avenir il va falloir que les autorités pensent à limiter peut-être 4 ou bien 5 les nombres des joueurs qui évoluent déjà en D1, histoire de donner la chance à d'autres également, de s'exprimer. On a vu lors de la finale Florian Bossou et Edem Doglan qui se sont exprimés. Donc ce sont des talents que les clubs de D1 et de D2 peuvent exploiter à la longue. Sur ce point, c'est pour apporter une précision. Allez-y. On est sur un plateau d'expression. Oui, c'est une belle idée. Moi-même, j'y ai pensé. La question du quota. La question du quota, mais seulement, il faut reconnaître que certains viennent aussi pour voir Hicham Tchadjobo. N'est-ce pas? Oui. Ils ne sont pas nombreux à être connus. Oui. Pour le moment, nous laissons faire parce qu'il faudrait qu'ils se fassent connaître. De l'attractivité. Oui, il faut un peu d'attractivité. Mais je vais aussi vous dire, l'année passée, au moment des régionales, entre les universités, au niveau de la direction régionale des sports, au niveau des filles, on a refusé aux filles qui ont déjà joué une fois en sélection de jouer. Et cette année, ils sont revenus sur cette décision parce que ça n'a pas été ce qu'ils voulaient. C'est un peu d'attractivité aussi. Comme on est en milieu universitaire, scolaire, il faut toujours apporter, il faut aussi que les gens motivent les autres à venir. Exactement, soit une forme de référence. Oui, c'est pourquoi on laisse faire. Et bon, dans les équipes, c'est équitablement réparti quand même. Si vous trouvez Hicham Tchadjobo à la Faseg, vous allez voir un Tchakpedeo de la Sosa à INGS. D'accord. Donc, ce n'est pas
que tous se retrouvent pour... On va y penser, on va y réfléchir. Puisqu'il a dit peut-être que ça l'a gêné, oui, mais on va justement. y penser. Pour faire éclore d'autres talents, on va y penser. On va terminer avec vous, Yedi Baoma, chef sport à l'université de Lomé, pour parler de l'impact aujourd'hui de ces championnats-là dans le monde estudiantin. Oui, c'est vrai, les étudiants sont là pour apprendre, pour avoir leur diplôme et aller servir l'État ici ou ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui, quand vous êtes là, vous discutez, vous regardez l'environnement, l'impact de ces championnats-là sur la vie des étudiants et des étudiantes? Et ce que je peux dire, c'est que c'est une parenthèse attendue comme jamais. Chaque année, dès le mois de février, tout le monde est prêt pour ça. C'est un rendez-vous que personne ne voudrait manquer. Oui. Mais seulement, on fait attention aussi. Ils sont là pour étudier, comme vous avez dit. Et au niveau de la direction des affaires académiques, on cale le championnat au cours de la semaine de l'étudiant. Donc, au moment où il n'y a pas tellement de cours, c'est en ce moment qu'on met le championnat et puis, bon, on leur permet de stresser un peu. On n'empiète pas vraiment sur leur temps d'études. Oui. Donc, c'est un bon compromis pour permettre à chacun de faire du sport. Et je crois que, à l'allure où les choses vont, oui. Et si nous avons plus d'infrastructures, plus de soutien, je crois que le championnat universitaire prend de l'ampleur. Oui. Et risque de concurrencer beaucoup de compétitions. Il y a un triptyque que vous utilisez, discipline, performance, compétence. Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur de ça? La discipline, elle va de soi à l'université parce que la dernière fois, j'ai décidé de ne pas mettre nos policiers devant les étudiants. Et je leur ai dit, c'est de l'autodiscipline. C'est un exemple que je donne. Les policiers, ils étaient là, j'ai dit non, quittez, laissez-les. Et il n'y a pas eu de débordement. C'est ça la discipline, l'autodiscipline. C'est ça. Et il faut les responsabiliser. D'accord. La compétence, on est à l'université. Oui. À part la compétence livresque, il faut aussi montrer qu'on sait faire autre chose. Aujourd'hui, on est dans le monde ouvert. Oui. Ce n'est pas que les livres, les cahiers, mais il faut montrer ce qu'on sait faire d'autre. Ça peut nous servir Absolument. à nous ouvrir une porte dans le monde. Absolument. Donc, c'est ces trucs mis bout à bout. Et la performance? La performance, mais elle est essentielle. Elle est obligatoire? Non, elle est essentielle. Essentielle, pas d'accord. obligatoire. Parce que, à la fin, l'objectif, ce n'est pas vraiment celui qui gagne la coupe. Exactement. Mais c'est l'engouement, c'est le plaisir que chaque étudiant aura pris en participant à ce championnat. C'est vrai que les facultés veulent gagner, mais pour nous qui organisons, quand nous voyons les étudiants contents, on est content. Et la finale de basket, je pense que à la fin, c'est à peine s'ils voulaient partir. J'ai dû écouter l'ambiance pour que les gens rentrent chez eux. C'est notre seule satisfaction. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à vous écouter, à s'intéresser justement à cette activité-là périodique au niveau de l'université de Lomé. Vous voulez conclure avec sûrement quelque chose qu'on n'a pas abordé sur ce plateau? Oui, c'est pour donner rendez-vous. Déjà demain, l'université se produit contre le British School of Lomé. D'accord. LBS sur le terrain synthétique sûrement. Et vous donnez rendez-vous en mai. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer en mai? La phase régionale des championnats universitaires où les universités de Lomé et de Kara. Non, de Lomé d'abord. D'accord. Du Golfe. Ok. Se rencontrent. Bon, ça c'est-à-dire les universités publiques et privées. Voilà. Se rencontrent. Et après la phase nationale, ça sera en août. Avec les autres de l'intérieur. Oui. Et donc, ce sont les rendez-vous où on pourra voir l'université de Lomé se produire en foot, en basket, en karaté et en athlétisme. En tout cas, c'est un beau plateau qui nous attend. Ça a été un plaisir de vous avoir écouté. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Angelo. Merci aux confrères de l'AIT. Ravi de le rencontrer. Exactement. Je vois les écrits, mais je ne connais pas la Ah voilà, le voici aujourd'hui. Angelo, si oui, allez-y rapidement pour conclure. Il va falloir que les autorités universitaires mettent un peu l'accent sur la communication. La communication, absolument. Parce qu'aujourd'hui, cette édition, on a remarqué une différence au niveau de la communication. La presse est allée à son gré, et peut les données, certaines données, on a eu du mal à les avoir. Donc, je prierai
aux autorités qu'à la prochaine édition, qu'ils associent un grand nombre de médias Exactement. afin qu'on prend l'information sorte en grand pompe. Et que cela a eu de l'impact pour ce vous. point, une précision. Allez-y rapidement, par rapport à nos moyens limités, voilà. Parfois on choisit un certain nombre de médias qui viennent. Mais on a pris bonne note. On fera mieux la prochaine fois. Vraiment pour les détails et les résultats. Je crois que certains qui n'étaient même pas invités m'ont contacté et je leur balance. Chaque soir, je leur balance les résultats. Ce serait aussi bien qu'on ait une plateforme commune où il y a certaines têtes de médias afin d'avoir à la fois les résultats en temps chaud, en temps réel, et ça va nous permettre également de communiquer comme il se doit. Bien sûr. Merci, c'est vraiment fair play de votre part. Merci beaucoup. Merci Eddie Baoma, merci infiniment, merci. On se dit à très bientôt pour parler d'autres disciplines sportives avec vous, puisque je précise que vous pratiquez également du maracana par le football. Donc ce serait avec plaisir. Dans quelques instants, on va enchaîner avec les éperviers du Togo et les matchs FIFA. Juste derrière le jingle de l'émission que nous retrouvons juste pour 5 secondes. Le temps d'avoir un autre confrère qui va s'installer. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Club Sport Santé pour évoquer la deuxième fenêtre qui s'intéresse bien sûr au match FIFA, au match de date FIFA, avec les sorties ou la sortie des éperviers en deux temps. D'abord, il y avait ce match entre le Togo et le Niger, et puis pas plus tard qu'il y a quelques moments, le match entre le Togo et la Libye. Avant d'en parler, on va saluer Etchevi Tengue. Bonjour et bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tous les téléspectateurs. Très content d'être là encore une fois là. Comment tu te portes? Ça va. Ça va bien. Ça va. Bien. Messieurs, on va parler d'abord de ce match du Togo contre la Libye. On a vu un match nul, un but partout. Quelle est votre interprétation par rapport à la production du jeu de la première à la 90e minute? Bon, je dirais qu'on a été tout simplement présent. Quand on prend un match de football de la première jusqu'à la fin, c'est juste être présent avec plus de concentration et surtout le respect de la tactique mise en place par le coach, parce qu'on est dans un match où on essaie des choses. Donc on ne peut pas tout de suite demander grand-chose à cette équipe du Togo dans ce match amical face au Libye. Je me dis quelque part qu'on est sur un chemin où le travail continue. Donc au fil des matchs, on aura cet automatisme-là qui va essayer quand même de permettre à ces joueurs de se connaître, parce que tout le monde ne s'y connaît pas trop. On n'a pas une équipe aujourd'hui où on peut compter les 11 de départ sur les joueurs. Donc pour moi, c'est un travail qui se fait. Je ne vais pas tout de suite jeter du sort sur ces joueurs comme quoi ils n'ont pas répondu autres là. Donc on avait une équipe qui, au fil des matchs, se tourne avec d'autres joueurs. Donc pour moi, on tire juste une satisfaction, parce qu'il y avait cette envie de gagner, cette envie de se donner, de mouiller le maillot, surtout de faire plaisir à l'entraîneur, comme quoi si vous me convoquez par la suite, je vais donner le meilleur de moi-même. Donc moi je retiens le positif dans ce match, même si on n'a pas gagné. Etchevi dit quelque chose d'assez important. On sent que dans son analyse, le coach a donné des consignes, des indications. Visiblement, c'est ce que les joueurs ont fait dans le match. Vous partagez son avis ou vous voyez autre chose? Oui, Angelo, je corrobore tout ce que Etchevi a dit. Et on a vu hier que Paulo Duarte veut essayer un système, le 3-5-2, qu'il a souvent prôné. Et puis, en début de match, on a vu une sélection togolaise à l'aise, la disposition des balles, les séquences de jeu, tout est bien en place. Mieux était cette bévue-là, l'ouverture du score à la 37e minute, mais sur l'ensemble du match, on a vu beaucoup d'engagement, de la concentration, et puis également, on a enregistré une ribambelle d'occasions vendangées par ces joueurs. Je crois que le travail continue. C'est à juste titre que les journées FIFA soient là pour permettre aux équipes de faire une revue d'effectifs. Je crois que les prochains rendez-vous du Togo en juin
vont confirmer tout le travail que Paulo Duarte et ses poulains ont effectué au Maroc. Donc, c'est sur une note positive que la trêve internationale a mis fin. Alors, pour parler de revue d'effectifs, je ne vais pas forcément torcher sur ou épingler Paulo Duarte, mais on a Cédric Mensah, le gardien qui arrive et qui est là. Sur le premier match, il était titulaire, le second également titulaire. Steve Mensah, pardon. Ouais, j'ai un peu, voilà, je crois que c'était Cédric. Mais Kagba Taouli, il est dans le groupe, mais on ne lui permet pas peut-être de ne serait-ce qu'avoir 40 ou 30 minutes dans les gants. On parle toujours de revue d'effectifs où vous comprenez le choix de Paulo. Oui, Angelo, moi je comprends tout de suite le choix de Paulo Duarte. Katapaoli est là, oui, on ne refuse pas, il est convoqué parce que Paulo Duarte a besoin de lui. Mais aujourd'hui, le Togo a besoin d'une équipe. D'accord. Parce qu'on a des échéances qui nous attendent devant. Et on a eu des difficultés à retrouver un gardien au niveau après le départ d'Agassa, Obilalé et consorts. Oui. Il nous faut un gardien aujourd'hui qui confirme. D'accord. Et quand vous prenez les gardiens locaux, oui, on leur a quand même donné ces chances-là. Ils n'ont jamais confirmé. Aujourd'hui, on a un gardien qui retrouve le niveau qu'on attendait de ces gardiens togolais. Et je serai à la place de Paulo Duarte, je vais toujours lui faire confiance. Donc c'est une question de confiance. Une question de confiance. De stabilité. On parle également de l'intégration. D'accord. On l'a vu au stade de Kégué face au Sénégal. Oui. Il n'a pas tout à fait intégré comme cela se doit. C'est sa première. Au fil du temps, il sera intégré. Et moi, je vois un gardien dans l'avenir qui va confirmer son niveau. D'accord. Donc, on comprend tout de suite son choix. Oui. Katapaoli aura également sa chance. Sa chance. Et il faut qu'il soit patient. Il soit patient, il travaille, c'est tout. D'accord. Pour parler toujours de cet effectif de Paulo Duarte avant d'évoquer le match contre le Niger, on a vu Akolache qui revient en sélection, qui a fait en tout cas un match intéressant dans l'ensemble. On a vu également Tchakei Marouf et puis son petit frère, si je peux l'appeler, c'est Karim Derman. Si on prend les trois là dans le match contre la Libye, visiblement, on les a sentis impliqués, intéressés, concernés par le match. Oui, on a vu un trio. Ils ont formé un bon trio. Si vous voyez Charles Akolache qui a retrouvé la sélection après 7 ans, c'est un joueur qui se projette très, très vite vers l'avant et il récupère la balle, il cherche ses partenaires, il fait les démarquages, il ferme les trous. Donc, c'est un joueur à suivre de près parce que aujourd'hui, c'est Roger Aholo qui joue ce rôle-là. Il soit aussi de donner un petit repos à Roger Aholo. Donc, Charles Akolache a bien joué sa mission, sans oublier Tchakei Marouf qu'on connaît très bien. Tchakei Marouf qui a essayé d'aider, qui a même marqué, qui aide le milieu de terrain et revient aussi pour défendre ses biens, sans oublier Karim Derman, la pépite togolaise qui fait en tout cas pour le moment il fait la pluie et le beau temps dans le nid épervier. Oui, la pluie et le beau temps son péché mignon. Il va libère ou bien voilà, un peu plus vite au moment opportun. Il oublie parfois qu'il joue en équipe. S'il arrive à corriger ce côté, on aura beaucoup plus de buts devant. Et cette équipe togolaise, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le football, ça va très vite, avec un système classique où tout est basé sur la percussion sur les côtés. Aujourd'hui, quand on prend cette équipe défensivement, dans l'as, on a un peu cette satisfaction avec Jane Dakonam qui transmet ses expériences, mais sur les côtés, au niveau des latéraux, que ce soit le côté droit ou le côté gauche, on n'a pas encore cette implication avec ces latéraux modernes qui apportent offensivement. Ça, c'est un chantier. Et ça fait pratiquement quelques années où le Togo n'a plus retrouvé ça avec Kateori, Mama Gaffar. Aujourd'hui, on manque ces latéraux-là. Et surtout sur les côtés avec les ailiers qui doivent apporter ce plus-là pour un attaquant qui est Kevin Denke. Oui, et puis il y a Plaka Fessou qui joue souvent. Aujourd'hui, Plaka Fessou, j'ai connu ce joueur en étant camarade avec lui au lycée. C'est quelqu'un qui joue dans l'as. Il ne joue pas sur les côtés. C'est un attaquant finisseur. Et quand vous avez ces joueurs, vous les mettez sur les côtés, ils ne vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Il nous faut des joueurs qui, sur les côtés, arrivent à percuter pour descendre. Quand vous ne l'avez pas aujourd'hui, vous êtes une équipe qui va jouer dans un système de bloc bas
et projeté sur des comptes. Mais pour avoir des comptes aussi, il faut des joueurs individuellement prêts. Et rapide aussi. Il y a un chantier. On va enchaîner justement chantier, mais là c'était une victoire sur le MENA, 2-1. Et mine de rien, dans le contenu également, il y avait de la satisfaction de manière générale. Oui, la satisfaction, là, on peut parler de l'efficacité devant le but. D'accord. Et cette fois-ci. Parce qu'on a gagné. On a gagné. Ouais, on retient ça. Quand le Togo gagne, c'est ce qu'on retient. Quand le Togo ne gagne pas, on se jette tout de suite sur toute l'équipe. D'accord. C'est bien vrai que dans un match amical, oui, on ne privilégie pas trop la gagne. On privilégie le collectif, tout ce qu'on a mis en place, que ça a marché ou pas. Mais quand il y a des buts, c'est parce que l'équipe a quand même joué, à respecter ce qu'on a eu à donner comme consigne. Donc pour moi, il ne faut pas tout de suite se dire que voilà, on a gagné, c'est fini. Non, on a gagné, mais il faut d'abord insister sur un truc. On ne peut pas avoir deux pénaltys et les rater. Mais c'est pas mieux de rater ces pénaltys en amical que de le faire en match officiel? Non, non. C'est quand on aura des tireurs d'élite qu'on saura que voilà, à tel rendez-vous, on peut lui faire confiance. Prochainement, quand il y aura un pénalty pour le Togo, tout le monde va quand même hésiter à aller prendre le ballon. Vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'on puisse rater deux pénaltys? Avant, on n'avait pas ces soucis-là, que ce soit sur des pénaltys, des coups francs. Il y a toujours des joueurs qui sont des spécialistes en la matière. Oui. Il reste beaucoup de choses à voir et je crois qu'avec le temps, on aura cette équipe qu'on attend au niveau des éperviers. Vivement. On va parler de cette courbe-là, après ces deux matchs-là. Oui, vous, en tant qu'observateur, journaliste, dans les mois à venir, qu'est-ce que vous voyez, même si sans être devant, on est sur une bonne dynamique, le Togo est sur une bonne courbe? Oui, Angelo, moi j'ai remarqué 2 ou bien 3 choses très importantes au cours de ces 2 matchs. Premièrement, la réaction. Deuxième, vous n'êtes pas sans savoir que généralement le Togo n'arrivait pas à jouer, à négocier la deuxième partie d'un match. Oui. Et ça a été notre talon d'Achille. Exactement. Et la troisième des choses, c'est l'inefficacité devant les buts. Aujourd'hui, l'autre fois face au Niger, quand le Niger a marqué, tout de suite, le Togo a répliqué. Et il a pris d'avance 2-1. Oui. Hier, face au Libye, la Libye a marqué et le Togo aussi a répliqué. C'est une bonne chose. On part sur une bonne base. D'accord. Sur l'inefficacité, on a vu les 2 pénaltys manqués lors du match face au Niger. Vous êtes inquiet pour ça aussi? Un peu inquiet parce que aujourd'hui, le sélectionneur doit désigner les tireurs d'élite, ceux qui doivent tirer des pénaltys à chaque fois que l'occasion se présente. Donc ce sont des points que le sélectionneur doit corriger davantage. L'autre aspect de la chose, c'est le manque de concentration. D'accord. Parce que on a sur ces 2 rencontres, on a marqué que 3 buts. Oui. On a pris 2. On a pris 2. C'est pas bien. Or, si vous voyez les occasions vendagées, ils sont plusieurs. Donc, il va falloir qu'à la longue, le technicien corrige ce point parce qu'on a 2 importants rendez-vous en jeu face au Soudan du Sud et face à la RDC. Donc, on doit maximiser les points là-bas. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, tout le monde dit que c'est une satisfaction, c'est un bilan positif. C'est en juin qu'on verra si ce qu'on a appris en classe, on a bien appliqué les amènes. D'accord. Il faut souligner également ce problème. Oui. On encaisse avant de réagir. D'accord. Et ça, c'est dangereux pour une équipe. Vous n'aimez pas la réaction? Moi, j'aime la réaction, mais il ne faut pas attendre qu'on vous pique d'abord avant de l'adversaire. On a vu le match face au Soudan chez eux. Oui. On a quand même encaissé avant de réagir. Exactement. Et ça, c'est dangereux parce qu'on n'a pas une équipe qui, si on arrive à encaisser ce deuxième but, la réaction sera très très lente. Du coup, pour moi, il faut d'abord réagir avant d'attendre à ce qu'on vous pique pour pouvoir à votre tour réagir. Donc, sur ce côté, les joueurs sont beaucoup plus concernés, y compris tout le staff. Et bon, c'est un travail qui se fait, n'est-ce pas, avec le temps. Avec le temps. J'aime surtout votre brin d'optimisme avec le temps. Justement, on va enchaîner avec, on pourra dire, la méthode de Paolo Duarte, 3-5-2, des fois 4-3-3 et autres, mais face à la Libye dernièrement c'est 3-5-2. La méthode Paolo Duarte sur les 8 derniers matchs, on parle des sorties du Togo sans défaite. Mine de rien, Paolo Duarte, la méthode, visiblement ça paye. Oui, ça commence par venir, on va dire. Ça paye, je vais quand même pas dire ça, c'est trop exagéré, parce que quand vous avez un système
c'est d'abord avoir la possession. Mais nous avons fait déjà 8 matchs sans défaite, Etchevi. Je ne refuse pas. On a eu combien de victoires? Bon, on va aller chercher. Mais c'est quand même 8 défaites. 8 matchs de rang sans défaite. Sans défaite, oui, ça j'accepte. C'est le positif qu'il faut retenir dans ces 8 matchs-là. D'accord. Quand vous avez des équipes aujourd'hui, dans le football moderne, quand vous n'avez pas la possession, vous n'êtes pas si dangereux que ça en tant qu'équipe. C'est quand vous avez la balle que vous arrivez à créer des occasions. Il faut travailler là-dessus. Et il faut un travail là-dessus. Le Togo n'a jamais joué un match en étant possesseur de la balle. Oui. Et ça c'est pas bon signe pour une sélection qui prétend se qualifier pour la CAN. Ça transférait de la peur ou quoi exactement? Non, c'est parce qu'on n'a pas des joueurs aujourd'hui avec cette qualité-là qui savent garder le ballon. Oui. On a Karim Derman qui arrive à faire cela. Maintenant, on a Roger Arolou, on a Chala Kolache, on a Maro Chakei, on a David Enen. Voilà. Il faut de l'expérience. D'accord. Ça je vous l'accorde. C'est le plus gros des soucis. Il faut de l'expérience. De l'expérience. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. 30 secondes sur cet aspect avant de passer à autre chose. Et puis aussi, il faut voir, Paolo Duarte a transformé David Enen en piston pour intégrer, pour l'intégration de son système. Donc, comme Thierry l'a dit, il faut des joueurs rapides aussi, des joueurs qui peuvent porter très haut la balle, qui peuvent garder à un certain moment la balle, histoire de conserver la possession. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se met en place, si aux yeux fermés. On peut citer au moins les 6 entrants sur les 11 qui sont sûrs d'être titulaires. On va les citer avec vous. Il y a le gardien Steve Mensah, il y a bien Jenda Kona, Kevin Boma, on peut le mettre. Luki Bessilé, on le met également. David Enen, oui. Vous mettez Enen. D'accord, ça fait 5. Je ne suis pas d'accord. Roger Arolou. Il y a Arolou. Vous n'avez pas encore cité Karim Derman. Sans oublier les attaquants. Exact. Bien sûr, Kevin Denke, en tout cas, qui fait une saison magnifique en Belgique. Ah oui, c'est le meilleur buteur et de loin, et de très loin. Vivement que ces buts puissent permettre au Cercle Bruges d'intégrer la phase des playoffs parce que pour le moment, il y a un petit écart de points entre son équipe et puis l'adversaire. On va s'arrêter là, en tout cas, pour les matchs FIFA, puisqu'on aura le temps de revenir là-dessus et surtout la méthode, bien sûr, de Paolo Duarte. Dans quelques secondes, on va parler maintenant escrime, juste derrière la petite fenêtre de jingle de l'émission Club Sport Santé. À tout à l'heure. Dernier virage de Club Sport Santé. Cette fois-ci, nous abordons l'actualité de l'escrime avec, bien sûr, les championnats d'Afrique cadet junior qui se sont déroulés en Égypte il y a déjà quelques semaines. Le Togo y était, on en parlait dans l'introduction. Bonjour Victor Lamega. Bonjour Angelo. Comment vous vous portez? Ça va. Vous étiez au Caire pour la compétition, vous êtes bien rentré. Très bien. Alors on va évoquer avec vous, on pourra dire la participation du Togo justement à ces championnats. Comment tout ça s'est passé de manière générale, Président? De manière générale, ça ne s'est pas bien passé, puisqu'à la fin c'est les résultats qui comptent. Monter sur le podium et ramener des médailles. Ça n'a pas été fait du fait que on n'avait pas le niveau par rapport à nos adversaires. Donc, globalement, on a été un peu déçus de n'avoir pas fait la même chose, les mêmes résultats qu'en 2023 à Accra. Sur le plan individuel de chaque tireuse ou tireur, là aussi, il n'y a pas de satisfaction? Oui, au niveau individuel, ça a été un peu compliqué par rapport à nos adversaires qui avaient un niveau très élevé, surtout dans les épreuves juniors, dans la catégorie des juniors. Vous savez que déjà à ce niveau des juniors, il faut avoir des compétences techniques très élevées. Il faut avoir des athlètes qui sont prêts à produire du jeu avec des techniques plus compliquées, des techniques plus élevées en multipliant plusieurs actions techniques à la fois.
puisque comme c'est des sports individuels, des sports de combat, il y a des habiletés qu'on apprend aux athlètes dès le bas âge, dans la catégorie des benjamins, des minimes, des cadets et des juniors, et avant les seniors. Maintenant, déjà à partir des juniors, il y a des habiletés plus complexes qu'on essaie d'inculquer aux jeunes. Donc, ceux qui arrivent à les manier facilement ont un niveau élevé au niveau des juniors. Or, nos athlètes n'ont pas encore cette capacité, ce qui a fait que dans la catégorie des juniors, on a eu beaucoup de difficultés comme les années passées, puisque à Accra, c'est dans la catégorie des minimes et des cadets que nous avons fait des médailles. Au niveau des juniors, on n'a pas pu tenir. Là, nous sommes en train de travailler pour que nous puissions passer un cap, pour qu'au niveau des juniors, nous puissions rivaliser surtout avec les pays maghrébins. Vous confirmez que c'est un plateau relevé, même si on parle de championnat cadet junior? Oui, c'est un plateau relevé puisque avec les pays maghrébins, déjà au niveau des cadets, ils participent à des compétitions majeures de la Fédération internationale d'escrime, notamment les Grands Prix, les Coupes du Monde, oui, en Europe, aux États-Unis et puis partout dans le monde, pour avoir de bons classements mondiaux. Or, nous, dans l'année, une seule fois, des fois, on ne participe même pas. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas de bons classements. Oui. Et quand nous arrivons, lors des tirages au sort, nous sommes lésés. Et c'est compliqué pour nous au niveau individuel. Par équipe, on essaie de faire des résultats si nous amenons une équipe homogène. Là, nous avons amené 2 équipes. Oui. Nous avons présenté 2 équipes hybrides au niveau du fleuret dames et au niveau de l'épée dames. Au niveau du fleuret dames, chez les juniors, on avait 2 épéistes et on a complété l'équipe par une fleurettiste. Donc déjà, on était handicapés et on a terminé 5e. Si on avait une équipe homogène, oui, et on avait présenté 3 épéistes, on devait rivaliser, peut-être on pouvait faire la médaille de bronze. Pourquoi pas? Voilà. Au niveau du fleuret aussi, on a occupé la 5e place du fait aussi qu'on avait une seule fleurettiste dans l'épreuve. Vous n'étiez pas loin quand même du podium, hein? On n'était pas loin, c'est ça ce que je dis. Si on avait une équipe homogène, oui, on devait rivaliser avec les autres. Mais malheureusement, compte tenu de nos moyens, on n'a pris que 3 filles pour amener et nous avons fait un système pour pouvoir jongler et puis tirer par équipe chez les fleurets et par équipe au niveau de l'épée. On va parler de cette difficulté que vous avez au niveau des préparations, parce que quoi qu'on dise, vous avez dit, il n'y a pas forcément les moyens, mais parlez-nous des difficultés que vous avez en vous préparant à ce genre de rendez-vous. D'abord, c'est au niveau des entraînements. Vous savez, comme c'est des sports de combat, des sports très techniques, il faut travailler tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Même s'il le faut 2 fois par jour. Parce qu'il faut multiplier le geste pour pouvoir acquérir la coordination, voilà, qui n'est que la vitesse donc, et la rapidité. Mais si vous ne multipliez pas ça, vous ne répétez pas les gestes, par exemple, au niveau de l'épée ou bien au niveau du fleuret, nous avons un geste technique qu'on appelle le coup droit. J'allonge le bras pour toucher. Oui. Donc, il faut le répéter 1000 fois pour pouvoir acquérir la coordination. Et comme maintenant, au niveau de l'attaque, il faut l'allongement du bras suivi de la projection de la jambe avant. Maintenant, pour acquérir cette coordination bras-jambe, il faut répéter ça 1000 fois. À chaque séance? À chaque séance. Waouh. Et tous les jours. Et tous les jours. Ici, ce que les nôtres ne font pas. On ne peut pas, on n'a pas, compte tenu de la disponibilité des entraîneurs, oui, qui sont qui doivent aller travailler pour gagner. Qui ne vivent pas que de... Qui ne vivent pas de l'escrime. Donc, il ne peut pas donner toute la semaine, tout son temps. Exactement. Il peut nous donner que soit 2 séances de la semaine ou une séance. Oui. Des fois, il peut faire 3 mois sans venir parce qu'il a eu un chantier quelque part. Si c'est... Voilà, il part pour un travail, donc on ne l'a pas. Ça, c'est côté entraîneur. Côté athlètes, tous sont des élèves. C'est difficile avec le calendrier scolaire. Ils ont l'école le matin, ils reviennent le soir aussi, ils ont cours. À la maison, nous connaissons aussi côté famille, au Togo, comment les choses se passent. Si c'est une fille, c'est elle qui doit s'occuper de la cuisine.
après la cuisine, elle doit aller étudier. Si c'est le garçon, il doit s'occuper des travaux du garçon. Tous ces paramètres sont handicapants. Oui, c'est un handicap. Si nous avons des académies, par exemple, ce que nous avons tenté de faire, on n'a pas eu malheureusement les moyens. Ils sont là, études et sport. Il va au cours, il revient, il va s'entraîner. Ouais. Là, c'est bon. Mais tant que nous n'allons pas aller sur ce plan-là, on aura des difficultés. Aujourd'hui, les pays maghrébins nous dépassent les pays européens. C'est à cause de ce système. École, sport. École, sport. Ils n'ont rien à faire. École, sport. Et voilà pourquoi il y a souvent des résultats à ce niveau. Alors, justement, on a parlé des problèmes. Sûrement, vous faites tout pour avoir des méthodes de solution. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a où, vous faites avec? On fait avec. La solution, c'est que, comme j'ai dit, nous devons avoir une académie. Nous avons une académie. Nous avons des écoles aujourd'hui qui font journée continue. Nous avons une académie. On peut inscrire ces athlètes-là dans ces écoles-là. Ils font l'école le matin. À 14h, ils reviennent. L'après-midi, on les accueille pour travailler toute la semaine. Vous voyez, donc ça va nous aider. Mais c'est les moyens. Il faut les moyens. Les accessoires. Ça, c'est les moyens. Ça ne pas quelque chose de 5 millions. Ah, voilà. Voilà. Or, tout le budget de la fédération, c'est 5 millions. Je vois Etchebi qui donc c'est très compliqué. C'est pas du tout facile. On a des enfants très talentueux. Oui. Mais si tu as le talent et que tu ne travailles pas, tu ne peux pas démontrer ton talent. Et on dit souvent c'est le terrain qui révèle le talent. Oui. Quand nous voyons nos athlètes dans les différentes compétitions, ils ont le minimum. Ils ne sont pas nuls. Donc cela veut dire que si on met le temps, on met les moyens qu'il faut, ils vont réussir. Voilà. Ils vont réussir. Etchebi, voilà le tableau peint, c'est la triste réalité. Malheureusement, et quand vous écoutez le président parler, on sent en même temps qu'il y a cette déception et en plus cette amertume-là. Et ce n'est pas à cause de ces éléments, c'est par rapport à la base. Quand je parle de la base, c'est d'abord soutenir la discipline. Au Togo, on a l'impression qu'on a beaucoup plus de privilèges pour certaines disciplines sportives. Mais là aussi, ça ne marche forcément pas. Pas du tout. Et c'est là où il faut penser. Il faut revoir les choses, il faut penser autrement. Il y a d'autres disciplines aujourd'hui qui peuvent visser au leader. Notamment l'escrime, le tennis de table. Il y a d'autres disciplines qui sont porteuses de médailles. Voilà, ce n'est pas des disciplines qui sont révélatrices de la rue, mais quand on parle du sport, il faut mettre les moyens en place. Ce n'est pas les moyens qui manquent au Togo, Angelo. J'ai toujours eu à dire ça. Oui. C'est juste une politique sportive qui manque. La volonté n'y est pas pour le moment. Non, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'ils vont nous ramener? Ils vont rien faire, donc on préfère leur donner le peu, ils reviennent. Non, on a les talents, le président l'a dit, c'est pas les talents qui manquent au pays. Maintenant, il faut une équipe, et quand on parle d'équipe, c'est d'abord une organisation. Oui. L'organisation, c'est de mettre les moyens en place, les mettre dans une bonne condition. Et des gens compétents également. Des gens compétents. Il y en a, quand ils ne sont pas recyclés, il n'y a pas de 1000 répétitions pour une journée. Mais il faut d'abord que la personne soit bien nourrie, bien sûr, dormir, tout ce qu'il faut. Se déplacer. Tout ce que vous voulez. Est-ce que ça manque au Togo? Non. Point d'interrogation. Président Victor Labega, on sait très bien que vous avez, malgré tout, cette volonté de faire avancer l'escrime. Vous avez parlé tout à l'heure des championnats d'Afrique des juniors. Ça, c'est déjà passé. C'est un programme déjà, on pourra dire, dans la poche. Les prochaines échéances au niveau de la FTE, à partir du mois de mars, avril en allant, c'est quoi? Bon, nous avons sur le plan national, nous avons la Coupe nationale à l'épée que nous devons normalement tenir le 27 avril. Et le jour de l'indépendance. Oui, le jour de l'indépendance. Ce sera à Lomé? Oui, normalement. Mais il y a aussi les qualifs des Jeux olympiques. Ah, ça arrive à grands pas. Voilà, c'est le 27 avril aussi. 27 avril. C'est le 27 avril. Et ce sera où déjà? Ça serait à Alger. En Algérie. Voilà. Là, on est en train de réfléchir pour voir. Le Togo va placer combien déjà de candidats? Bon, nous avons normalement 6 athlètes. 6 athlètes. Si nous avons les moyens, 3 filles, 3 garçons. Ils vont y aller. Puisque c'est dans les épreuves individuelles. D'accord. Au fleuret et à l'épée, au sabre. Nous avons aussi l'appui de
3 autres athlètes qui sont en Europe, qui vont venir appuyer 3 autres athlètes qui sont au pays ici. Là, il faut que nous ayons le budget nécessaire pour aller tenter notre chance. Pourquoi pas? Billets d'avion, restauration, hébergement, tout ce que vous voulez. Et puis, dans le mois de mai, nous aurons le challenge interscolaire qui va se dérouler au niveau de Lomé. Là, nous avons des écoles dans lesquelles nous initions les élèves à la pratique de l'escrime. Nous leur donnons la chance de pouvoir s'affronter. Et on peut dénicher aussi quelques enfants qu'on va encadrer. Dans le mois de août, septembre, nous aurons maintenant un stage national avec, qui va regrouper les meilleurs athlètes de tous les clubs. Et à la fin, il y aura le championnat national des cadets juniors et seniors. Normalement, avant, par le passé, on le faisait séparément, les U20, et après, on fait pour les seniors. Mais compte tenu des moyens, on ne pourra pas faire ça en 2 temps. Nous allons le faire en un seul temps. Et pendant 1 semaine, nous passons le faire à Sokodé ou bien à Dapon. Donc voilà un peu ce qui nous attend. Sans oublier aussi en juin, les championnats d'Afrique seniors qui auront lieu au Maroc. Voilà, le tableau, il est bien rempli au niveau de la Fédération togolaise d'escrime. Nous croisons les doigts pour que vous ayez les moyens et que vous reveniez justement avec les qualifs. Surtout, vous avez parlé tout à l'heure des Jeux Olympiques Paris 2024 qui arrivent à grands pas. Ce sera à partir du 26 juillet, justement, dans la capitale française. Et on ne peut que vous souhaiter beaucoup de courage parce que là, vous mettez également de votre poche et également des partenaires, des gens qui croient en votre projet, qui continuent à vous accompagner. Président, beaucoup de courage à vous. Merci. Ce travail, si nous le réussissons, c'est grâce aussi à vous, les hommes de médias, qui vous battez pour que notre discipline soit reconnue. La preuve, je suis ici. Absolument. Et c'est la 2e fois que je reviens sur ce plateau. Absolument. Donc, vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour le sport en général et en particulier pour l'escrime. Très prochainement, Etchevi et moi et Delaïté, on prendra rendez-vous pour aller tirer. Pourquoi pas? On l'a essayé dans l'enfance avec les bâtons. Avec les bâtons, mais cette fois-ci, c'est avec. Avec plus de technique. Avec plus de technique, d'accord. Oui, on avait ce programme cette année pour initier les journalistes à l'épée et à la fin organiser un tournoi intermédiaire à l'épée. C'est l'arme la plus facile qu'on peut initier les adultes. Donc je pense que nous n'allons pas, même si on n'a pas pu tenir notre promesse dans l'organisation de cet événement, en 2025, cela va se faire. Nous serons à vos côtés pour vous accompagner et également vivre comment tout ça se fait. Merci beaucoup Victor Lamega d'être passé dans ce studio. Merci également à mes confrères Delaïté de Sprint Radio et puis Chavi Tengue de New World TV. Et également un grand merci à Yedi Baoma, Espoir, le chef sport au niveau de l'université de Lomé. Un grand merci, à toute l'équipe technique, Justin, Sylvain, tous ceux qui nous ont accompagnés durant cette émission. On se donne rendez-vous, comme toujours, très très bientôt sur notre canal. Bonjour, bonsoir chez vous. Et comme on le dit souvent, pour être en bonne santé, faites tout pour manger moins gras, moins épicé, moins sucré. Et faites toujours une petite activité sportive pour maintenir votre corps en bonne santé. Merci à tous, à très bientôt.